toujours quelques généralités de données sur les données. Comme ça, on verra si c'est des données, réellement des données, et notamment des données pour les gens qui ne sont pas forcément spécialistes du domaine. Alors, la question des données, évidemment, est venue sur le devant de la scène avec l'apparition de Wikileaks, créé en 2006, et qui dévoile en 2007 des millions de données dans la grande presse, repris en particulier par toute une série de journaux, dont le Guardian, qui, à partir de là, développe ce qu'on va appeler le data journalisme, et notamment fait cette première base de données sur la guerre d'Afghanistan, à travers les centres. On recommence. On n'avait pas le droit de parler. À travers ces 100 000 données, on va pouvoir noter les lieux d'attentats, les nombres de morts et le type de conflit. Vous avez toutes ces données possibles. Et ensuite se développe évidemment une tradition de regrouper les données, notamment avec un vieil outil, Yahoo Pipe, qui permettait justement d'agréger différentes données. À partir de là, bien sûr, on pouvait visualiser à partir de différents logiciels. Un des premiers, c'est Many-Eyes. Évidemment, la concurrence, tout de suite avec Google, c'est mis en scène. Pour le très grand public, les données sont valorisées chaque fois qu'il y a un grand prix de Formule 1, où on voit ces ingénieurs penchés sur leur console. Et puis, bien sûr, avec la Coupe du Monde, vous saurez tout maintenant sur ces bases de données footballistiques, qui sont les bases de données les plus utilisées actuellement, où vous saurez tout sur chacun des joueurs, le nombre de sélections bien sûr, mais la puissance de son tir, le nombre de buts qu'il a marqué, en quoi il est passeur décisif, l'âge, etc. Et donc vous allez souper ça à partir de jeudi. Mais c'est une façon de faire connaître des bases de données pour un public très large. Et on pourra en discuter après comment elles sont conçues et qu'est-ce qu'on peut en faire à un second degré. Bien sûr, sur le plan scientifique, c'est le séquençage de l'ADN et des ARN qui ont mis en avant ces bases de données. Et chaque biologiste dont je suis aimerait aujourd'hui connaître évidemment le jeu complet et précis de ses propres gènes ou des gènes du voisin, la transcription de l'ensemble du génome, les protéines fabriquées par Second Gen, et puis les fonctions de chaque protéine, et puis les mécanismes cellulaires auxquels participent les protéines. Et vous avez ici un rapport historique des différents éléments de décryptage des différents génomes. Ce qui les a amenés à construire des métabases de données, cette fois-ci, dont on pourra parler après, différence entre les bases de données et les métabases de données, qui permet éventuellement de faire des comparaisons de génomes, et à partir de ces comparaisons de génomes, faire un arbre phylogénétique qui vous permet de vous situer, et vous voyez, on n'est plus situé au sommet de l'arbre, mais sur le côté. Et tout ça, Franck Lombard va vous expliquer ça, sûrement, dans ses présentations. Bien. Alors, on parle beaucoup de données aujourd'hui, mais les données ne sont pas d'aujourd'hui. Déjà, dans l'Égypte ancienne, vous trouverez, comme ici, cette table stellaire trouvée sur le sarcophage de Meshed, déjà toute une série de données qui vous permet de vous repérer par rapport au ciel et éventuellement d'en déduire toute une série d'activités par rapport à l'agriculture. Dans toutes les cultures, on va trouver des bases de données. Ici, un manuscrit de médecine de l'Empire Han, vous voyez, très ancien, 200 ans avant Jésus-Christ, ou éventuellement, c'est Kipu Oseyu Yupana Inca qui permettait de recenser tout un ensemble de données, de les mémoriser éventuellement, et éventuellement de faire des calculs donc avec cette tablette de calcul que vous voyez en bas. Cet ensemble de données, bien sûr, va être repris avec le développement des sciences, et notamment de la science plus contemporaine. Et si vous avez, par exemple, M. Bonnet, un Genevois, qui s'est amusé à prendre la vie d'un puceron, un calendrier en étapes, et il a noté tout ce qui pouvait se passer dans la vie d'un puceron. Bien, vous trouverez évidemment plein de données, évidemment,
dans les manuscrits de Newton qui sont en accès libre aujourd'hui sur Internet grâce à l'Université de Cambridge, et notamment ces documents sur le début du calcul infinitésimal. Alors c'est bien sûr les installations scientifiques qui produisent aujourd'hui le plus de données, et vous avez aujourd'hui plein de projets, notamment certains pharaoniques, avec une production exceptionnelle de données, notamment le projet de radiotélescope Square Kilometer Away, qui produit 40 téraoctets de données analysées par jour, à un rythme de 7000 téraoctets de données brutes par seconde. Alors téraoctet, c'est 10 puissance 12, oui, je suis obligé chaque fois de noter, 10 puissance 12 octets. Bien évidemment, le LHC du CERN aussi, avec ses 150 millions de capteurs, qui récupèrent 40 fois la seconde les données. Vous voyez, ça fait 6 milliards de collisions par seconde, et on en garde à peu près 100 collisions intéressantes par seconde, mais en tout, vous voyez, ça fait 25 pétaoctets, qui sont maintenant 10 puissance 15. Autre élément, ce télescope, le Long Digital Sky Survey, qui a commencé à collecter des données en 2000 et qui a depuis collecté plus de données que tout ce qu'on a pu faire dans l'histoire de l'astronomie. Et il continue au rythme de 200 gigaoctets par nuit. Vous voyez, ça fait 140 téraoctets d'informations à la fois. Bien. Et des prévisions pour des télescopes encore plus puissants. À côté, évidemment, de ces scientifiques, vous avez toutes les informations qui sont diffusées en tout le temps, cette masse d'informations diffusée en permanence par vos SMS, par vos réseaux sociaux, par vos smartphones, qui fait cette espèce d'océan de données numériques qu'on appelle le Big Data, avec là aussi des volumes de données, pour que vous voyez quelques repérages en pleine expansion. On est passé de 1,2 zeta-octets en 2010, le zeta c'est 10 puissance 21, à 2,8, on doit être à peu près autour de 10 zeta-octets en ce moment, et on va passer sans doute, les prévisions, c'est 40 zeta-octets en 2017. Et chaque jour, Twitter, Facebook par exemple, produisent des téraoctets que je vous laisse lire. Alors, dans ce contexte, où on est un peu perdu au milieu de toutes ces informations, à travers ces données, on peut éventuellement croiser, par rapport aux questions qu'a posé Emmanuel tout à l'heure, 3 types de questions sur lesquelles on pourra travailler autour de ces 2 journées. D'une part, des questions épistémologiques, qui sont liées à des questions pratiques et éthiques, et puis éventuellement des questions culturelles, qui sont liées évidemment aux problèmes éducatifs et de médiation. Si je prends, c'est vrai que dans les généralités, bien sûr, pour commencer, les questions épistémologiques, on va voir, je pense, un ensemble de discussions sur la relation entre données, information et connaissances. Une donnée étant simplement un élément, ça peut être une notion, ça peut être un fait, ça peut être une instruction, un indice, une norme, qui est issue forcément d'une investigation généralement élaborée par des humains, mais de plus en plus générée automatiquement par des machines. On va y revenir. Et très souvent, vous trouvez dans la littérature, l'être humain perçoit des données, interprète des informations, fait des liens avec d'autres connaissances mémorisées, et ensuite capable d'agir sur ces connaissances. Malheureusement, les choses ne se passent pas ainsi, et on sera amené à creuser et à s'apercevoir qu'une donnée ne s'impose pas directement. Une donnée s'impose dans un cadre de référence, dans un modèle, dans une théorie. On l'aperçoit parce qu'on a derrière toute une structure mentale qui permet de l'apercevoir. Une donnée de plus n'est pas neutre. Elle est déterminée par les intérêts de la personne, du groupe qui la récolte ou la traite, par les moyens techniques, et puis bien évidemment par les usages et destinations qu'on souhaite en faire. Donc tout cela est connoté, et rien n'est objectif. Simplement, c'est dans un cadre particulier. De même, le terme général de données a, quand on regarde la littérature, des significations différentes. Le terme données n'est pas employé de la même façon par les informaticiens ou par les statisticiens. Il y a des nuances
sur lesquels il sera intéressant de discuter, sous peine de ne pas se comprendre. On pourra parler évidemment des données qualitatives et des données quantitatives. À partir de quand une donnée qualitative devient quantitative? Là aussi, il n'y a pas des critères déterminés. Il y a aujourd'hui un ensemble de personnes qui parlent là-dessus, et ce sera intéressant qu'ils se mettent d'accord sur des critères. En particulier, il y a tout un travail d'une part de clarification à faire si on ne veut pas tomber dans une certaine mystification. Autrement, on ne va pas savoir de quoi on parle, notamment quand on parle des modèles de données relationnels, des modèles de données entité-association, des modèles de données objets, réseau ou hiérarchiques. Il y a de même pour les bases de données. Les bases de données qui sont des ensembles de données organisées par différents logiciels qui étaient appelés SGBD, que maintenant on appelle parfois autrement. Là aussi, il y a des discussions sur qu'est-ce que c'est une base de données structurée, semi-structurée, etc. Et comment on la distingue des banques de données. Certains font la différence entre les deux. Derrière, il y a bien sûr, pour ordonner les choses, des algorithmes. Ces algorithmes sont en rien objectifs. Ils sont forcément le produit d'un contexte et d'une culture. Là, c'est aussi des points qu'il faudra démystifier. Autrement, on se laisse très souvent piéger en pensant que dans la mesure que c'est une machine, que c'est neutre. Non, il y a des gens qui fabriquent des machines. Le problème va être compliqué parce qu'en plus, il y a des gens qui ont mis en place une science des données, notamment M. William Cleveland, qui dans un article, dont je vous laisse lire le titre, a mis en place cette discipline. Mais c'est une discipline qui est conçue essentiellement sur un plan technique et essentiellement basée évidemment sur les stats, les maths, l'informatique, éventuellement la visualisation des données, et éventuellement il rajoute hacker mindset, c'est-à-dire état d'esprit pirate. Bien, mais vous pouvez voir qu'il manque notamment beaucoup de choses liées aux sciences humaines, notamment l'anthropologie, la psychologie, la sociologie, qui sont des dimensions absolument intéressantes et importantes quand on parle des données.